Bien, bonjour à tous et à tous, bienvenue à cette nouvelle séance. Donc c'est la séance 10 du mardi donc 4 mai. On va continuer toujours à étudier le concept de la loi des rendements marginaux décroissants. On avait abordé la définition lors de la précédente séance. Et on avait expliqué en fait que la productivité marginale, c'est-à-dire du travail, c'est-à-dire la production supplémentaire qui résulte de l'utilisation, d'accord, d'unités de travail supplémentaires, eh bien, il n'est pas toujours croissante, hein. Donc, il passe par trois phases essentiellement. Premièrement, elle est d'abord croissante et positive. C'est-à-dire, à mesure que j'embauche des travailleurs supplémentaires, ma production supplémentaire va bien évidemment augmenter. Deuxième phase, la productivité marginale du travail va commencer à décroître, ce qui veut dire que l'output supplémentaire que j'obtiens avec des travailleurs supplémentaires, bien sûr, donc il va commencer à être de moins en moins important, il va baisser. Et si je continue, hein, donc jusqu'à la troisième phase, à ce moment-là, la productivité marginale du travail deviendra négative, ce qui veut dire que il n'y a plus de production supplémentaire quand j'embauche ou j'utilise des travailleurs en plus, mais il va y avoir une baisse de la production. Bien sûr, on va expliquer pourquoi il y a cette baisse lorsqu'on va aborder, peut-être lors de la prochaine séance, l'explication économique, hein, donc de la loi des rendements marginaux des décroissants. Très bien. Alors, on avait donné la définition, donc la loi de la productivité marginale décroissante, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que quand le producteur utilise un facteur fixe avec un facteur variable, eh bien, quand il va augmenter à chaque fois uniquement, hein, donc la quantité du facteur variable, l'autre facteur étant fixe, eh bien, l'output supplémentaire qu'il va obtenir, il va être de moins en moins important. Donc, il va décroître. C'est pour ça qu'on parle de productivité ou la loi de la productivité marginale décroissante ou rendement marginaux décroissants. C'est la même chose. Et donc, voilà, dans cette séance qu'on va répartir comme d'habitude en trois parties, eh bien, on va s'intéresser un petit peu aux conditions de validité. Donc, quand est-ce que cette loi, elle est valide? Quelles sont les conditions pour que justement cette décroissance de la productivité marginale se produise? Et puis, on va bien sûr, hein, donc, établir la relation qui existe entre, je dirais, cette loi des rendements marginaux décroissants et l'évolution de la production totale, ainsi que la productivité moyenne du travail. Donc on va voir en gros les implications, les conséquences de cette loi des rendements marginaux décroissants, et on va finir avec quelques applications de TD. Ok, allons-y. Très bien. Donc conditions. Donc je rappelle la loi des rendements marginaux décroissants ou productivité marginale décroissante. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que lorsque j'ai un facteur fixe, en général le capital, j'augmente le travail, eh bien la productivité marginale du travail va être décroissante. Il arrive un moment où il va commencer à baisser. Et il peut même, à un moment donné, devenir négatif, comme on l'a déjà expliqué. Très bien, donc les conditions de validité, d'accord, de la loi des rendements marginaux décroissants, bien sûr. Ok. Très bien. Alors, il y en a trois. Ok. Donc, la première, c'est que, comme le stipule la définition, eh bien, il faut qu'il y ait un facteur fixe. Donc, je ne peux pas avoir la loi des rendements marginaux décroissants vérifiée avec deux facteurs qui varient en même temps. Donc, il faut qu'il y ait un qui est fixe et l'autre qui est variable. Et en général, qu'est-ce qui est fixe? Eh bien, c'est le capital. Quel est le facteur qui est variable? Bien sûr, c'est le travail. Et donc, comme le capital, il est fixe, on sait très bien, on l'a déjà expliqué, il n'est pas toujours fixe. Donc, il peut devenir variable lui aussi à long terme. Donc, il est fixe quand est-ce? À court terme. Donc, la première condition, justement, pour fixer le capital, il faut qu'on soit, ou le producteur soit à court terme. Donc, première condition de validité, le producteur, bien sûr, donc, doit être à court terme. Donc, le producteur doit se situer, voilà, à court terme.
Donc, on doit raisonner à court terme. Ça veut dire que la loi des rendements marginaux décroissants, elle est valable uniquement à court terme. Hein. N'oubliez jamais cette condition, c'est très important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le capital est fixe et le travail est variable. Ok? Très bien. Deuxième condition, eh bien, en plus de la fixité du facteur, notamment capital, il faut qu'il n'y ait pas de progrès technique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la technologie ne change pas. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que si par exemple, hein, donc j'ai un facteur fixe, le capital, j'ai des machines, d'accord? Je vais embaucher des travailleurs supplémentaires. Donc, si je ne change pas la technologie, c'est-à-dire que je travaille toujours avec la même méthode, avec le même mode, avec les mêmes techniques, etc., la même organisation, eh bien, la loi des rendements marginaux décroissants, qu'est-ce qu'il me dit? Eh bien, à partir d'un certain moment, si je ne fais que changer la quantité de travail, à un moment donné, la productivité marginale du travail, donc l'output supplémentaire que j'obtiens, va être de plus en plus faible, de plus en plus petit. En revanche, si j'ai la possibilité de changer la technique, le processus hein, donc de production, l'organisation de l'entreprise de manière plus innovante, plus efficace, etc. Eh bien, donc, dans ce cas-là, l'efficacité va augmenter. Et donc, la productivité, au lieu de baisser, elle va augmenter. Donc, je vais éviter le déclin ou la chute de la productivité marginale. Donc, si on veut que la productivité baisse, eh bien, il ne faut pas qu'il y ait ce progrès technologique, d'accord? Donc, il faut qu'on garde les mêmes techniques, la même façon de produire, la même organisation, bien sûr, au sein de l'entreprise. Donc, la deuxième condition, c'est l'absence de progrès technologique, d'accord? Donc, l'absence d'innovation. Il n'y a pas d'innovation. Ça veut dire que je continue à travailler avec les mêmes méthodes techniques rudimentaires. Donc, ça implique quoi forcément? Ben, ça veut dire tout simplement que on évite toute possibilité donc de changer le processus de production, c'est-à-dire ou introduire de nouvelles machines qui sont plus ou des équipements qui sont plus sophistiqués ou une nouvelle organisation de travail qui est encore plus efficace ou une nouvelle façon de manager donc l'entreprise, d'accord? Donc voilà. Absence de progrès technologique, d'accord, ou d'innovation, ça veut dire tout simplement donc qu'on garde les mêmes techniques. Garder le même processus, si vous voulez, hein, donc pour faire simple. Donc si on garde le même processus de production, les mêmes techniques, ok, la même organisation. Ok. Ben, si je me contente uniquement d'embaucher des travailleurs supplémentaires avec la même technique, la même organisation, la même façon de produire, etc., avec une quantité de capital fixe, ben, la productivité marginale du travail va baisser. Très bien. Troisième, bien sûr, condition, c'est que le travail aussi, on garde la même qualité, le même niveau. D'accord? Ça veut dire le même niveau de qualification. J'embauche toujours des travailleurs qui ont le même niveau de qualification, la même productivité, la même efficacité. Donc, dans ce cas-là, l'embauche continue de travailleurs, d'accord, finira par faire baisser la productivité marginale du travail. C'est-à-dire l'output supplémentaire que je vais obtenir va être décroissant. Alors, c'est une condition qui est très importante parce que si, justement, elle n'est pas respectée, c'est-à-dire que j'ai la possibilité d'embaucher par exemple des travailleurs qui sont plus efficaces, plus qualifiés, meilleurs que ce que j'ai, bah forcément, hein, donc ça va augmenter la productivité du travail, ça va augmenter l'efficacité, donc l'output supplémentaire au lieu de le faire baisser. Et donc si on veut que ça baisse, hein, l'output supplémentaire de chaque travailleur embauché en plus, eh bien il faut qu'il ait le même niveau, il faut que ce soit homogène en quelque sorte. Donc homogène, ça veut dire même niveau, même qualification que les travailleurs précédents. Et donc, la troisième condition exige, pour que la loi des rendements marginaux de croissance soit vérifiée, que le travail soit homogène. D'accord? C'est-à-dire même niveau de qualification. Même niveau de qualification. Donc, si j'embauche toujours les mêmes niveaux de qualification, ben, à un moment donné, ça va faire chuter la productivité marginale. Au contraire, si j'ai la possibilité d'embaucher des
gens qui sont plus qualifiés, plus efficaces, plus rapides, plus productifs, à ce moment-là, la productivité du travail ne va pas baisser, hein, donc il va augmenter. Voilà, donc 3 conditions hein, pour que la loi des rendements marginaux décroissants soit vérifiée. Ça veut dire qu'il n'est pas toujours vérifié ou n'est pas respecté. Donc, premièrement, il faut qu'on soit à court terme. Donc, à long terme, on ne parle pas de la loi de la productivité marginale du travail. Deuxièmement, absence de progrès. Donc, il n'y a pas d'innovation technologique. On travaille toujours avec la même façon, la même technique, la même organisation. Et troisièmement, il faut que les travailleurs que je recrute aient un niveau homogène, c'est-à-dire même niveau de qualification. Et donc, sous ces 3 conditions, eh bien, effectivement, si on combine un facteur fixe avec un facteur variable, le facteur variable va voir sa productivité marginale, bien sûr, baisser à partir d'un certain seuil. Très bien. Voilà pour les 3 conditions. Alors, attention ici. Donc, il ne faut pas confondre parce que il y a 2 questions qui sont assez proches, qui sont souvent posées le jour de l'examen. Par exemple, on vous dit quelles sont les conditions de validité de la loi des rendements marginaux décroissants. Donc, vous allez développer ces 3 conditions qu'on vient d'expliquer. Mais si je vous pose une deuxième question qui est complètement différente, c'est-à-dire, est-ce que la loi des rendements marginaux décroissants, elle est vérifiée dans ce cas-là? C'est-à-dire, on vous donne une fonction de production, etc. Donc là, vous n'allez pas répondre avec ces 3 conditions. Ça, ce sont des conditions générales, quelle que soit la fonction de production, etc. Mais si on vous donne une fonction de production et on vous demande de vérifier est-ce qu'elle est respectée ou pas, donc il y a une autre façon d'y répondre. Donc, on va le voir tout à l'heure dans une application. Donc, ne confondez pas parce qu'il y a plein d'étudiants qui ont fait cette erreur. D'accord ? Très bien. Donc, en résumé, pour que la loi des rendements marginaux de croissance s'applique, il faut que le producteur soit à court terme, l'état de la technologie inchangé et le travail de même niveau de qualification. Donc, dans ce cas-là, la combinaison de quantité croissante de travail avec une quantité fixe du capital conduira, à partir d'un certain seuil, à la baisse, à la décroissance de la productivité marginale du travail. Alors, maintenant, on va s'intéresser aux conséquences de cette loi, hein, après avoir établi ces conditions. Donc, on va voir là où les conséquences, les implications de la loi des rendements marginaux décroissants. Très bien. Alors, la première de ces implications, c'est quoi? C'est que, contrairement à l'idée que vous pourriez avoir, c'est-à-dire que si on veut augmenter la production, il suffit toujours d'augmenter la quantité de travail pour une quantité de capital fixe, eh bien, elle est complètement fausse. D'accord? On ne peut pas augmenter toujours en embauchant des travailleurs supplémentaires. Donc, il y a une limite à ne pas dépasser. Il y a un seuil. Parce que, justement, cette loi, qu'est-ce qu'il nous dit? Si tu dépasses ce seuil, d'accord? Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Au lieu d'augmenter, bon, dans un premier temps, donc l'output supplémentaire que tu vas obtenir va être de moins en moins important. Mais si tu continues encore à embaucher, etc., eh bien, au lieu d'augmenter ta production, tu vas malheureusement subir une baisse de la production, une baisse de l'output. Ce qui, bien évidemment, est donc complètement irrationnel, hein, donc, parce que, justement, tu vas embaucher des travailleurs supplémentaires, tu vas leur payer des salaires, et au lieu d'augmenter ta production, donc ton chiffre d'affaires, dans ton bénéfice, eh bien, tu vas avoir le contraire, c'est-à-dire une baisse de la production, une baisse du chiffre d'affaires, et une baisse, forcément, de ton profit. D'accord? Donc, la première donc, implication, c'est que on ne peut pas augmenter, donc on ne peut pas augmenter l'output, d'accord, en continuant si vous voulez, donc d'embaucher, en continuant d'augmenter, si vous voulez, la quantité de travail, donc en augmentant, en continuant, d'accord, d'augmenter de manière illimitée la quantité de travail utilisé. Donc la quantité de travail de manière illimitée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe donc un seuil. Donc il existe un seuil, c'est-à-dire une quantité de travail optimale à ne pas dépasser.
Sinon, la productivité marginale du travail, hein, donc décroissante, va ralentir, d'accord, la croissance de l'output, de la production. Hein, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que dans un premier temps, la production va continuer à augmenter parce que la productivité marginale, il a commencé à baisser. Donc il va continuer à augmenter, mais de façon ralentie. D'accord? On va revenir là-dessus. Donc ça va ralentir la croissance de la production, ou encore ça va même, ok, faire baisser la production. Lorsque la productivité marginale du travail devient négative. Ok? Très bien. Donc voilà, pour éviter effectivement de tomber dans ce genre de situation, c'est-à-dire ralentir la croissance de production, ou encore pire, faire même baisser la production, donc il nous faut respecter ce seuil. D'accord? Donc il ne faut pas le dépasser. Donc je ne vais pas juste continuer à embaucher les gens en leur disant voilà, venez travailler chez nous, et en espérant bien évidemment ça va augmenter l'output de manière illimitée, indéfinie, non. Donc il y a une limite à ne pas dépasser. Donc bien sûr ce seuil ça change suivant l'entreprise, suivant la nature de l'activité, etc. Très bien. Donc ça c'est la première implication. Si le seuil n'est pas respecté par le producteur, il va gaspiller des ressources inutilement, bien sûr, ce qui est complètement irrationnel. Travailler de manière illimitée risque juste de, si je fais le même raisonnement pour vous en tant qu'étudiant par exemple, est-ce que travailler de manière illimitée, ça va me permettre donc de réussir, etc. Non, parce que travailler de cette façon risque juste de vous fatiguer pour rien, parce que au-delà d'un certain temps, c'est-à-dire une certaine période, une quantité de temps de travail, donc votre productivité va baisser, et il peut même devenir négative, d'accord? Ce qui fait que même si vous vous forcez à travailler quand même, finalement, vous n'êtes pas productif, vous n'êtes pas efficace, vous comprenez pas grand-chose, vous retenez pas grand-chose, vous mémorisez pas grand-chose. Donc, vous vous fatiguez pour rien et vous gaspillez votre temps et énergie pour rien. C'est la même chose pour le producteur aussi. S'il dépasse ce seuil, donc en embauchant des travailleurs supplémentaires, il ne va pas augmenter la production, au contraire, il va la faire baisser. Deuxième implication, c'est qu'il y a une relation inverse entre, on va dire, la quantité d'un input, la quantité utilisée d'un input ou disponible d'un facteur de production, et puis sa valeur, c'est-à-dire son prix sur le marché. Par exemple, le salaire pour le travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus, justement, la quantité de travail disponible, elle est abondante, elle est très élevée, ok? Moins est important, bien sûr, la valeur, d'accord, ou le prix qui sera justement payé par le producteur pour acquérir justement une unité de travail supplémentaire. Donc, pourquoi? Donc là, on peut faire le parallèle avec l'utilité marginale décroissante et la valeur d'un bien. On a déjà démontré que lorsque un bien, donc la quantité consommée d'un bien augmente, son utilité marginale, elle baisse. Donc, il y a une relation inverse. Et si l'utilité marginale baisse, ça veut dire que la satisfaction supplémentaire que va obtenir le consommateur, elle va être moins importante. Donc, il sera moins motivé pour payer un prix qui est très élevé. Donc, il va payer un prix qui est moins cher. En revanche, si les quantités utilisées, d'accord, d'un bien, rappelez-vous le premier verre d'eau lorsque j'ai soif, etc., eh bien, l'utilité marginale de ce premier verre, elle est très élevée, et donc, la satisfaction supplémentaire que je vais obtenir avec ce premier verre va être très très importante pour moi, donc je suis prêt à payer un prix plus cher. Donc la valeur de ce premier va être plus importante que celle du deuxième verre, du troisième verre, quatrième, etc. Eh bien, c'est le même raisonnement pour le producteur. Donc, lorsque la quantité utilisée d'un facteur de production, elle est, je dirais, faible, elle est peu élevée, donc sa contribution, sa productivité marginale, elle est très élevée. Et donc, l'output supplémentaire que peut obtenir le producteur va être aussi très élevé. Donc, il va être prêt à payer un prix très cher. Donc, lorsque la productivité marginale est très élevée, la valeur d'un facteur, sa valeur, son prix
qui sera payé par le producteur sera très cher, sera très élevé. Et inversement, si la productivité marginale du travail, par exemple, ou d'un facteur de manière plus générale, est, on va dire, très faible, donc sa contribution, d'accord, à la production, l'output supplémentaire que je peux obtenir en tant que producteur va être très faible. Et donc, ça ne m'intéresse pas. Ça ne va pas me faire gagner de l'argent. Donc, moi, je serai prêt à payer un prix qui est moins cher. Et donc là, vous avez cette relation inverse entre la productivité marginale et la valeur d'un facteur de production. Donc, autrement dit, si un facteur de production, elle est abondant, n'est-ce pas? Donc, on peut l'utiliser avec abondance, bien évidemment. La quantité utilisée est très élevée. Donc, la productivité marginale, en appliquant la loi, bien évidemment, hein, donc il va être comment? Ben, il va être faible. Et le prix, bien sûr aussi, il va être moins cher. Inversement, lorsqu'un facteur de production elle est moins abondant, enfin il est rare, donc la quantité que je peux utiliser de ce facteur elle est très petite, donc la productivité marginale va être très élevée, donc l'output supplémentaire que je peux obtenir va être très élevé aussi, et donc le prix que je suis prêt à payer en tant que producteur va être plus cher. Voilà donc cette relation inverse, on va la résumer. Donc un facteur, on va dire input, donc d'abord il existe une relation inverse entre la quantité disponible ou utilisée, hein, c'est la même chose, utilisée d'un facteur de production et sa valeur. Comment cette relation inverse? Eh bien, c'est le même raisonnement qu'on a fait pour le consommateur, utilité marginale. Voilà, la loi de l'utilité marginale décroissante. Il implique cette relation inverse. Pareil pour le producteur, la loi de la productivité marginale décroissante implique cette relation inverse. Alors, donc, premier cas, facteur, bien sûr, input abondant. Donc, s'il est abondant, donc la quantité utilisée sera élevée. Et on sait très bien que la loi des rendements marginaux décroissants, qu'est-ce qu'il nous dit? Si la quantité utilisée d'un facteur augmente, sa productivité marginale, il va baisser. Donc, effectivement, la quantité utilisée est élevée. Sa productivité, donc, productivité marginale de ce facteur va être décroissante. Il va baisser. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la contribution, l'output supplémentaire va aussi baisser. Et donc, bien sûr, ce n'est pas rentable pour le producteur. Hein. Donc, l'output supplémentaire, s'il est un petit peu faible, etc., bah, cela implique tout simplement que, bien sûr, le prix que le producteur est prêt à payer, voilà, sera moins cher. Et donc là, on obtient cette relation inverse. C'est-à-dire que si la productivité marginale, bien évidemment, hein, donc, ou la quantité, hein, donc c'est la quantité, la relation inverse, en fait, entre la quantité disponible d'un bien, donc elle est abondante, donc elle est très élevée, eh bien le prix, elle est peu élevé. Voyez ? Donc, lorsqu'un facteur de production elle est abondant, sa quantité disponible est très élevée, son prix elle est moins élevé, elle est moins cher. Ok, très bien. À l'inverse, si on a un facteur qui est rare, donc la quantité disponible elle est très faible, et donc la quantité utilisée aussi sera faible. Par conséquent, si on applique la loi des rendements marginaux décroissants, donc on a une relation inverse. Hein, donc si la quantité utilisée est faible, bah, la productivité marginale va être élevée ou forte. Ou il va augmenter si vous voulez. D'accord? Donc l'output supplémentaire qu'obtiendra le producteur va être aussi élevé, il va augmenter. Et par conséquent, donc le prix sera plus cher. Le prix que le producteur est prêt à payer. Donc, dans le cas du travail, ça sera le salaire, bien évidemment. D'accord? Donc, voilà, retenez bien cette relation inverse parce qu'on va l'utiliser par la suite. Hein, elle est très, très importante. Donc, je récapitule. Donc, relation inverse entre la quantité disponible utilisée d'un facteur de production et son prix.
Donc, c'est le même principe qu'on a appliqué pour le diamant et l'eau. L'eau, elle est plus abondante, pardon, donc son prix, elle est moins cher parce que son utilité marginale, elle est faible. Par contre, le diamant, elle est rare, donc son utilité marginale est très élevée, sa valeur ou son prix, elle est plus chère. Pareil, un facteur de travail, par exemple, abondant, d'accord, va faire baisser la productivité marginale et donc le prix aussi, il va baisser. Si au contraire, le travail, elle est rare, donc sa productivité marginale sera très élevée et donc le salaire sera plus cher. Et donc, ça explique justement pourquoi dans des métiers, justement le paradoxe de la valeur, on le retrouve aussi. Dans certains métiers, même s'ils sont très utiles, très importants, eh bien, les salaires ils sont moins chers. Par exemple, tu prends un médecin, donc son salaire ou son revenu, il est moins cher qu'une star de football, par exemple. Pourquoi? Ce n'est pas parce que le footballeur il est plus utile, plus important que le médecin, mais tout simplement c'est une question de, voilà, de rareté, d'abondance qui influence la productivité marginale et donc le salaire ou le prix qu'on est prêt à payer sur le marché. Donc effectivement, un médecin, c'est plus abondant, donc c'est plus facile de trouver des médecins sur le marché. Donc leur productivité marginale va être faible et donc leur prix ou leur salaire sur le marché va être moins cher que des stars de football parce que ça demande du talent, c'est exceptionnel, on n'a pas toujours des Ronaldo, des Messi, hein, donc tous les jours. Donc ça veut dire que leur productivité marginale sera très élevée et par conséquent leur salaire sera plus cher. Très bien. Alors troisième implication de la loi des rendements marginaux décroissants, eh bien c'est que la productivité marginale du travail détermine, d'accord, l'évolution de la production totale, d'accord, la production totale et la productivité moyenne, les deux. Donc on va voir chacune successivement. Donc petit a, donc la productivité marginale, d'accord, détermine l'évolution de la production totale. Comment? On va voir comment, ou quelle est la nature de cette relation, d'accord? Alors, pour déterminer la nature de cette relation, donc on va revenir un petit peu à notre exemple de la séance précédente. Hein, vous vous rappelez le tableau, on a trouvé les expressions de la productivité marginale moyenne, on a calculé leur valeur, et on a trouvé les différentes phases d'évolution. Donc, on avait trouvé que le premier intervalle, donc de 1 à 3, on avait trouvé que Q, la production totale, je vais la noter Q, elle est croissante, n'est-ce pas, à un rythme qui est accéléré. C'est-à-dire qu'elle augmente de plus en plus vite, d'accord? J'augmente de 30, après de 60, après de 70, après voilà. Donc, chaque fois que j'augmente, chaque fois, enfin dire, l'augmentation, elle est plus importante que la fois précédente. Donc, rythme accéléré. Alors, donc, je vais superposer l'évolution de la production totale et de la productivité marginale. Donc, Q croissante à un rythme accéléré et la productivité marginale du travail, elle est croissante et positive. D'accord? Ensuite, deuxième intervalle, c'est de 3 jusqu'à 8, je crois, si mes souvenirs sont bons. Donc, la production totale, elle est croissante. Cette fois-ci, elle continue d'augmenter, mais à un rythme qui est ralenti. Attention, ralenti, ça ne veut pas dire qu'elle est décroissante. Non, ça veut dire juste que ça augmente, c'est toujours croissant, mais moins vite. Donc, à un rythme ralenti, c'est-à-dire que j'augmente la première fois de 40, la deuxième fois de 30, troisième fois de 10, de 5, etc. Donc, chaque fois, l'augmentation, elle est moins importante que la fois précédente, l'inverse de la première phase, ralenti, et pendant ce temps-là, la productivité marginale du travail, il commence à décroître, mais elle est toujours positive. Très important. On va voir pourquoi. Et après, dernière phase, donc de 8 à 9, la quantité de la production totale commence à être décroissante, et la productivité marginale du travail continue sa décroissance et devient négative. Voilà.
Donc là, j'ai résumé un petit peu l'évolution des deux. Pourquoi? Parce qu'on va expliquer l'évolution de la production totale par celle de la productivité marginale. Quel est le rapport entre les deux, bien évidemment. D'accord? Donc, on va arrêter à ce niveau-là, de cette partie-là, la première, et on va enchaîner avec la deuxième pour continuer notre explication.